Bonjour, je suis Candice Marot et j'ai donc fait un programme, aujourd'hui on est en Facebook Live, parce que j'ai fait notamment un programme pour Petit Bambou pour méditer, enfin aider les enfants et les ados à méditer. Et en dehors de ça, je suis aussi auteur d'un livre qui est Méditer avec les enfants, ça marche. Donc le principe c'est la méditation en famille et comment on peut motiver nos enfants à méditer et méditer avec eux, que la méditation, on verra, fasse partie vraiment de la dynamique familiale, qui est des temps ensemble aussi entre parents, enfants, frères, sœurs, pour méditer ensemble. Et quel impact ça peut avoir. Donc ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et ce livre est publié aux éditions Courrier du Livre. Donc les éditions Courrier du Livre depuis cette année, il est sorti cette année. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur des différents supports ou dans les librairies également. En dehors de ça, je suis aussi psychologue et ostéopathe et je suis aussi la présidente d'une association qui s'appelle l'Association Méditation dans l'enseignement, qui a pour vocation d'amener la méditation laïque, donc la méditation dite de pleine conscience, dans les écoles. Et cette association devient assez importante puisque en 3 ans, on a maintenant à peu près fait un programme avec 9000 élèves dans plus de 350 établissements scolaires. Et nous formons également donc des enseignants à pratiquer un programme de méditation tout au long de l'année avec leur classe. Et nous formons également des instructeurs qui sont des intervenants extérieurs qui peuvent se former et proposer leurs interventions dans les établissements scolaires. Voilà, en gros, pour ma bio. Alors moi, je médite depuis longtemps. Enfin, j'ai commencé à méditer ado, d'ailleurs. Et j'ai commencé à méditer, peut-être pas pour les raisons dans lesquelles je vais vous parler, parce qu'il y a plein d'effets super sympas à la méditation, en fait. Mais moi, j'ai commencé à méditer après un choc affectif. Et puis, je crois que quand on est même jeune, les émotions sont fortes, les affects aussi. On a les premiers amours. Il faut en plus s'orienter, se choisir un métier alors qu'on a qu'entre 14 et 17 ans, c'est pas forcément évident. On ne sait pas encore qui on est, ce qui nous plaît vraiment. On peut être tiraillé entre les besoins ou des parents, de nos parents, ce qu'ils s'imaginent pour nous, ce que notre environnement s'imagine pour nous et ce que nous on veut vraiment. Et donc moi à cette époque-là déjà, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais plein d'intérêts divers et variés. Et en plus, j'ai eu un premier choc émotionnel puisque j'ai perdu mon premier amour dans un accident de voiture, donc c'était assez traumatique. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, la chose qui m'a fait me relever, ce qui m'a vraiment aidé, et j'ai eu de la chance, c'est de commencer à méditer. Voilà. Donc j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a ouvert au yoga, à la méditation assez jeune. Et vraiment, ça a commencé à m'amener énormément de choses, alors notamment en termes de reconnecter d'abord avec moi, surmonter justement un petit peu le choc que j'avais vécu, la notion de perte, de séparation, qui était assez irrémédiable, et puis d'avoir envie de continuer, et puis de trouver une motivation à choisir mon métier, à faire des études, puisque moi à cet âge-là en tout cas, je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des adolescents qui s'y reconnaîtront, mais les émotions étaient tellement fortes et tellement amplifiées que perdre son premier amour dans ces circonstances, c'était vraiment dramatique, c'était triste de toute façon et c'était vraiment dramatique. Donc petit à petit, j'ai commencé à méditer. Mais voilà, je le faisais pour moi, encadré par un enseignement, puisque la méditation, on l'a vu, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas juste s'asseoir tout seul en tailleur dans sa chambre, fermer les yeux. Voilà. Puis d'ailleurs, quand on ferme les yeux, souvent il y a plein de choses qui se passent et on commence à penser, on rumine, il y a nos émotions, il y a peut-être les angoisses qu'on a qui arrivent. Donc c'est pas quelque chose de facile de dire qu'est-ce que c'est méditer, comment je vais méditer, comment je peux me calmer, me centrer, vivre les choses différemment. Donc c'est un processus qui s'apprend, qui s'entraîne. On dit que c'est un entraînement, et c'est vrai que la première chose c'est un entraînement de l'attention, mais on va s'entraîner à être attentif d'abord à soi-même, c'est-à-dire à son corps, à sa physiologie, à sa respiration, apprendre un petit peu à prendre soin finalement des clés de son bien-être. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les enfants, et c'est ce que vous pouvez faire vous, parents, avec vos enfants et vos adolescents, le faire pour vous-même et avec vos enfants, puisque
On peut tous commencer, même sans faire des heures de méditation, on peut tous vraiment s'entraîner à être plus attentifs à ce qui nous fait du bien. Et je pense que c'est la première étape de la méditation en famille, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien dans notre vie familiale, qu'est-ce qui peut aussi nous rassurer, peut-être être un petit moment de pause, voilà, avoir un petit peu décider d'un temps peut-être en famille où on va se mettre à méditer ensemble, alors peut-être des fois séparément et puis des fois aussi ensemble, et à faire attention à ce qui est bon pour nous. Et ça peut commencer tout simplement par prendre quelques minutes de respiration où on arrête de parler, où on se pose, on fait attention à sa respiration, on réapprend aussi à respirer parce qu'on se rend compte que respirer c'est automatique, mais en fait on a très peu de conscience de la manière dont le corps respire et de à quoi ça sert et comment la respiration peut nous amener à nous réguler aussi suivant nos besoins. Donc pour tout ça il faut apprendre à faire attention. Donc c'est une des premières étapes qu'on travaille avec les enfants et les adolescents et en famille. Avec les tout petits, on le fait de manière très ludique. On a des petits supports pour les aider à prendre attention, à faire attention à leur respiration, à leurs sensations après dans le corps, à ce qui est bon, pas bon pour eux, ce qu'ils aiment pas, sans jugement. Voilà. Déjà découvrir mon corps qui vit, mon corps qui respire, ce corps qui a toujours envie d'être en santé, d'être dans les meilleures dispositions possibles, de nous donner de l'énergie, mais aussi de se reposer. Et puis quelquefois, il faut l'aider, il faut apprendre à en prendre soin. Donc ça, c'est une première étape et un des premiers bienfaits de la méditation à tous âges, je dirais, mais notamment en famille. Et ce n'est pas très compliqué à faire, ça demande juste quelques minutes au début par jour. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les écoles. Alors, au cas où certains nous rejoignent maintenant, j'ai fait un peu une longue présentation. Je redis simplement mon prénom. Je m'appelle Candice. Mon nom de famille, c'est Marot. Et je disais donc je suis auteure d'un livre qui s'appelle Méditer avec les enfants, ça marche, aux éditions Courrier du Livre. Et j'ai également fait 2 programmes avec Petit Bambou. Donc un pour les enfants, à peu près, on va dire, de 5 à 10 ans, 10-11 ans, et puis un autre programme pour les ados, donc on va dire 12, 13, 17 ans. Voilà, donc ça a été, c'est l'occasion notamment maintenant de vous rencontrer. Peut-être que certains parmi vous ici, vous avez testé ces programmes avec Petit Bambou, donc ce serait sympa aussi d'avoir votre retour, de voir un petit peu ce que vous en pensez, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui sont pas faciles à faire, qu'on peut améliorer. Voilà, parce qu'on apprend toujours, moi aussi j'apprends toujours de la méditation, puis j'apprends avec vous aussi sur ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce qui vous a aidé ou moins aidé. Donc ça c'est important d'avoir des retours. Et en dehors de ça, je disais, je suis aussi présidente d'une association Méditation dans l'enseignement qui donc offre des programmes de méditation, un petit peu sur le même format que Petit Bambou, mais là en présentiel, donc pas sur une app, dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et donc on a déjà fait plus de 350 établissements, 9000 élèves à peu près, de 5 à 17 ans, donc pour tous les âges. Donc on commence à avoir un bon retour quand même sur les effets de la méditation avec les enfants, les adolescents et pour les équipes éducatives. Et comme l'éducation c'est l'affaire de tous, ici ce qui nous intéresse c'est de voir comment on peut méditer mieux en famille, et puisque les parents c'est une grosse partie de l'éducation, c'est pas simplement à l'école que ça se passe. Et on peut intégrer la méditation dans sa vie de tous les jours pour éduquer nos enfants différemment. Et j'ai envie de dire les éduquer plus à la vie, à ce qu'ils sont, à comment ça fonctionne en eux, à toutes les ressources intérieures incroyables que l'on a, dont on dispose et qu'on ne nous enseigne pas à l'école, justement. Et d'ailleurs, je disais que moi j'avais commencé à méditer à l'âge de 17 ans, à cause notamment d'un choc affectif, mais aussi parce que c'était une période où je me cherchais beaucoup. On nous demande de faire des gros choix qui peuvent engager une partie de notre existence, tels que des choix d'orientation, d'études supérieures ou pas, de vie professionnelle. Et à ces âges-là, c'est rare qu'on se connaisse encore bien. Moi, pour ma part, j'apprends toujours à me connaître. Et j'ai maintenant 46 ans, donc voilà, on peut aussi faire les choix qu'on fait à 17 ans, à 15 ans, à 17 ans, peuvent nous engager pour une certaine période de nos vies, mais on peut en refaire à différents moments, changer de voie, et au fur et à mesure qu'on se découvre finalement, voilà,
on ajuste un petit peu nos choix de vie et on se rend compte que ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous aligne et ce qui nous fait du bien et ce qui nous parle. Voilà. Et pour ça, je trouve que la méditation, c'est un apport énorme. Donc apprendre à méditer en famille, c'est vraiment aussi apprendre à se connaître, à s'écouter, à prendre soin de soi, voilà, à savoir un peu mieux qui on est, quelles capacités on a, à la fois des capacités de ressentir ce qui est bon pour nous, des capacités émotionnelles aussi. C'est vrai que les émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe, qui n'est pas forcément un acquis. On a tous des émotions, mais on ne sait pas forcément comment bien les vivre et bien les apprivoiser, notamment dans nos relations avec les autres. Donc apprendre comment les émotions fonctionnent, c'est un point très très important de tous les programmes de méditation, y compris pour les enfants et en famille. Et puis apprendre aussi comment être avec les autres différemment, comment s'écouter différemment les uns les autres, afin qu'il y ait moins de tensions, de conflits, de réactivité les uns aux autres. Et Dieu sait que dans les familles, la plupart du temps, on appuie sur les boutons les uns des autres. C'est souvent le lieu où à la fois il y a le plus de soutien, enfin il est censé y avoir le plus de soutien, et c'est à la fois aussi un lieu où c'est là qu'on se frotte, c'est les premières personnes avec lesquelles on se frotte, avec lesquelles on a une relation sociale, et à certains âges, voilà, on peut avoir envie aussi de se différencier, de se distancer, on peut être plus facilement énervé, réactif, enfin à tous les âges. Les parents sont souvent stressés par plein de choses. Donc on n'a pas toujours le temps de bien s'écouter, de bien s'accueillir, de bien se comprendre. Et instaurer des temps de méditation en famille, et entre parents et enfants, c'est un petit trésor en fait du quotidien qu'il est important d'essayer, au moins d'essayer. Super, j'ai des premières questions. J'ai une question d'Anne-Christine qui dit « J'adore Petit Bambou et je suis enseignante. J'aimerais guider mes élèves vers la méditation ou la sophrologie. Pour des ados, que choisir? Par où commencer ?» Alors, par où commencer? Si vous avez peut-être commencé avec Petit Bambou, vous pouvez déjà avoir écouté. Moi, je dirais la première chose par où commencer, c'est pratiquer soi-même, évidemment. Donc, qu'on soit enseignant, parent, dans une entreprise, peu importe, mais déjà pratiquer, puisque pour bien guider la méditation avec une classe, il faut déjà avoir ressenti un petit peu les effets de la méditation pour soi-même. Donc on commence à pratiquer au début avec une app comme Petit Bambou, c'est génial. Après, il y a des formations justement à destination, il y a des ouvrages, aujourd'hui il y a beaucoup d'ouvrages, mais ça ne suffit pas non plus, c'est informatif, c'est chouette. Mais le mieux, c'est quand même d'aller faire à un moment une formation pour travailler des protocoles qui sont vraiment adaptés au milieu scolaire. Donc nous, notre association en propose une, mais il y a 2-3 formations aujourd'hui en France. Il y a Enfance et Attention qui propose les formations d'Eline Snell, Sage et attentif comme une grenouille. Il y a notre programme qui est le programme PEACE, présence, écoute, attention, concentration dans l'enseignement. Il y a des programmes aussi avec Jeanne Fachin. Voilà, donc il y a plusieurs programmes aujourd'hui qui sont vraiment adaptés au milieu éducatif, parce que méditer avec les enfants en classe, donc avec un groupe, voilà, ça demande quand même une certaine régularité et un protocole un petit peu évolutif. Donc il va falloir voir les bases avec eux et puis avoir suffisamment soi-même ressenti les séances qu'on va leur passer pour leur passer en direct et les entraîner. Voilà. Je trouve que ce n'est pas suffisant avec une classe. Ça peut être une première approche, mais de mettre un CD par exemple, et de dire on va tous méditer sur un CD. Donc ça peut être une première approche. Mais nous, ce qu'on a vu avec les classes qui vraiment petit à petit transforment l'apprentissage, améliore l'attention et transforme le climat scolaire, c'est vraiment quand l'enseignant pratique avec sa classe. Et ça, je pense que vraiment il faut pratiquer, 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 et puis venir essayer un protocole destiné à la classe. Ce sont souvent des séances courtes et répétitives. Donc c'est ce qu'on fait aussi avec Petit Bambou. Souvent les séances ne sont pas très longues. Il y en a des plus longues quand on veut approfondir, mais en tout cas avec les enfants et les ados, c'est pas mal d'avoir des séances courtes, répétitives, qui vont leur enseigner les bases de la méditation, donc apprendre notamment à respirer, à se réguler avec son souffle, apprendre à gérer les stress, etc., développer le ressenti, développer l'attention, bien évidemment. Mais voilà, il faut aussi qu'il y ait de la variété, sinon les gamins se lassent très facilement pendant la classe. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Tout à fait. Il y a un témoignage de Julie qui dit que ça devrait être intégré au programme scolaire comme le français, la méditation, s'ouvrir à la pleine conscience. Elle est dedans depuis 4 ans.
Elle évolue chaque jour, elle apprend chaque jour, et donc je pense qu'elle incite ça. Est-ce qu'un jour ça sera le cas? Est-ce que tu penses qu'un jour ça sera au programme scolaire comme tout le reste? Julie, alors je t'invite à venir rejoindre notre action associative parce que nous, c'est un des combats et c'est pour ça que j'ai monté une association. Parce qu'on est plein en France à le faire, mais au début, on le fait un peu de notre côté. Et c'est vrai qu'en association, on peut davantage convaincre, faire des tests, faire des protocoles de recherche. D'ailleurs, nous, on a commencé un protocole de recherche sur les effets de notre programme en milieu scolaire, puisque l'éducation nationale, et c'est compréhensible, a aussi besoin de comprendre et d'être rassurée sur la validité de ces expériences. Mais je suis complètement d'accord et j'espère, enfin en tout cas, moi, c'est une mission qu'on s'est donnée, je dis on parce qu'on est toute une association justement, mais qu'on s'est donné notamment à travers la formation des enseignants, c'est de pouvoir inscrire un jour ces outils merveilleux et cette pratique, une partie de cette pratique à l'éducation et dans le programme de l'éducation nationale. Il faudrait qu'il y ait un cours d'apprentissage, peu importe qu'on l'appelle méditation d'ailleurs ou autre chose, hein, que ce soit un cours d'attention, un cours même dans la bienveillance, il y a des liens avec la bienveillance, mais c'est un cours qui donne vraiment des capacités à gérer le stress, des capacités à se préparer aux examens, voilà, même à s'orienter, ça peut aider un gamin à s'orienter. Donc il devrait vraiment y avoir un cours de compétences, de savoir-être, de bien-être dans l'école. Et d'ailleurs très souvent dans toutes les écoles où on va, puis tu l'as certainement vu toi aussi Julie, je te tutoie, mais voilà. Dans toutes les écoles où on va, la plupart des enseignants, des directeurs d'établissement et des élèves nous disent mais pourquoi on n'a pas des cours tous les jours là-dessus et pourquoi vous ne venez pas tous les jours et pourquoi on n'en fait pas tous les jours? Parce qu'ils apprennent tellement de choses sur eux, qui les rassurent, qui les posent. C'est vraiment une expérience précieuse. Donc j'espère, en tout cas nous on essaie d'avoir un dialogue aussi avec l'institution, avec l'éducation nationale, dans le public, pour que ce soit offert au maximum d'enfants et d'enseignants. Ça avance doucement, il y a des académies plus ouvertes que d'autres. Ce n'est pas encore au programme, je pense, du ministère de l'Éducation nationale, mais il y a quand même des ouvertures dans le dialogue. Donc on a bon espoir et puis si tu veux rejoindre la cause, bienvenue. Alors, il y a un témoignage et question de Barbara qui dit qu'elle trouve que ce n'est pas toujours simple de partager cette pratique avec ses enfants. Souvent, on dit que c'est un truc de vieux, d'adulte. Pour sa part, l'introduction de la méditation s'est faite au prétexte de l'accompagnement à la détente avant de dormir. Mais elle voit aujourd'hui les effets que ces quelques séances du soir avec Petit Bambou, une dizaine sur un an, ont produit sur sa fille de 12 ans, notamment dans la gestion des émotions. Et derrière ce témoignage, une petite question, c'est comment justement introduire la méditation à ses enfants, à sa famille, de façon la plus souple et agréable possible. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, quand on construit des programmes, hein, notamment quand on a fait le programme avec Petit Bambou. Et effectivement, après, je dirais aussi, ça dépend de l'âge des enfants et à quel âge on commence avec eux. Parce qu'il y a effectivement un langage à avoir par rapport à ces enfants, à leur âge, à leurs préoccupations du moment où là, ils en sont dans leur phase de développement. C'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse qui marche à tous les coups. Je dirais que jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans même, en fait, il faut les embarquer dans un voyage et dans une découverte. Hein. Moi, je dirais souvent, on embarque les enfants dans une découverte, leur rappeler que méditer, ça veut dire être alerte, être curieux, être attentif, et qu'en fait, méditer, dans la méditation, on va apprendre plein de choses sur nous, notamment, mais aussi du coup sur les autres. Et puis, comme vous le disiez, notamment, les enfants se rendent vite compte que ça va les aider au niveau des émotions. Donc c'est vrai qu'il faut avoir on va dire un langage un peu ludique, que ce ne soit pas vécu surtout comme une obligation. Je pense que si en famille on essaie de dire allez il faut qu'on médite ensemble, évidemment bon là vous allez antagoniser des fois un de vos gamins, ou s'il le prend comme un devoir de plus, déjà ça c'est pas la bonne recette. Alors commencez comme vous l'avez fait par tiens, ça peut aider à gérer, effectivement, à mieux t'endormir, quand on est anxieux, et Dieu sait que même jeune, on a pas mal d'anxiétés qui ne sont pas tout le temps nommées, formulées. Donc ça peut aider à traiter, à gérer l'anxiété. Ça, c'est des choses c'est vrai, qui sont importantes. Nous, on a énormément d'ados qui me disent ouais, moi je médite parce que ça m'aide à m'endormir, tout simplement. Hein. Je me rends compte que j'ai du mal à m'endormir, ça m'aide à m'endormir.
Alors qu'il y en a d'autres qui nous disent, moi j'utilise la méditation pour mes compétitions musicales, de danse, sportives, parce que ça m'aide à me reconcentrer, avoir un bon ressenti, à être bien connecté à mon ressenti, au moment que je vais vivre, à donner le meilleur de moi-même. Donc la méditation, en fait, il y a une grosse palette, on va dire, d'effets potentiels. Et je dirais que par rapport à l'âge de vos enfants, il faut trouver la bonne entrée. Voilà. Il faut trouver la bonne entrée. On ne va pas en parler de la même manière à un petit qui de toute façon va suivre davantage et va être curieux au départ. Et puis si maman le fait, ok, on va essayer ensemble. Ça peut même être ludique. Il faut amener un peu de ludique dans la méditation avec les enfants. Des fois avoir des petits supports. Alors nous, on a une petite balle pour apprendre à respirer, par exemple, qui est une balle très colorée, qui montre la respiration un peu en 3D, plutôt que de leur demander juste d'essayer de sentir la respiration avec leurs mains posées sur le corps. C'est pas forcément évident. Et ça marche même à tous les âges. Par contre, avec un pré-ado, un ado, y a d'autres arguments. Il faut voir qu'est-ce qui commence à les stresser davantage à cet âge-là et les inciter sur ces stresseurs. Moi, je dirais qu'au début, c'est souvent ce qui marche. Ça peut être le sommeil, ça peut être les émotions, c'est toujours un gros sujet. Comment être bien avec nos émotions, entendre le message de nos émotions. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Leur expliquer que quand on a aussi une bonne gestion des émotions, qu'on connaît un petit peu nos émotions, ce qui nous fait réagir et tout ça, ça nous aide aussi à être mieux avec les autres. Et à l'adolescence, ça va être important. Le regard de l'autre, par exemple, est super important. Donc, être mieux avec les autres, mieux m'exprimer avec les autres, mieux m'exprimer aussi en classe si j'ai un oral, des examens, etc. Tout ça, ça va être des incitateurs. Voilà, donc je ne peux pas répondre à tout. Dans l'app, dans les livres, aujourd'hui, il y a pas mal justement de conseils sur comment parler, suivant les âges, comment parler de la méditation. Mais trouver la porte d'entrée, pour le parent, c'est écouter mon enfant, qu'est-ce qui le préoccupe, donc l'écouter parler, à la limite lui poser des questions sur ce que eux pensent que c'est la méditation. Moi, je fais souvent ça, je leur pose des questions et à partir de leurs réponses, je commence à dire ce que c'est ou ce que ça n'est pas ou ce que ça pourrait être. Voilà, un petit conseil. J'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu conseilles aux parents de méditer un peu caché, s'isoler, souvent pour ne pas être dérangé, ou au contraire de temps en temps peut-être de méditer de façon publique dans la salle à manger, etc., pour inviter quelque part l'enfant à réaliser ce que c'est? Qu'est-ce que tu as comme conseil là-dessus? Moi, je dirais que oui, ça peut être vraiment bien que ce ne soit pas complètement quelque chose de caché. Parce que dans la méditation, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la méditation formelle et informelle. Et la formelle, c'est je m'isole, je me crée un peu mon petit endroit refuge, qui est mon endroit à moi. À la limite, même des fois, les ados, on leur dit, et ça peut valoir pour les parents, do not disturb, on met une pancarte, ne pas perturber méditation en cours. Mais en fait, de savoir et de faire savoir à la famille qu'on médite et pourquoi on médite, parce que ça va faire partie des choses qui peuvent inciter les autres membres de la famille à s'y joindre ou à s'y intéresser, d'une part. Donc, pas le faire juste pour soi, déjà, je dirais, mais à se dire, bon, là, il y a des temps où je médite toute seule sur mon coussin ou avec mon app, etc. Et j'ai besoin de ne pas être perturbée pendant ce moment-là. Mais de la même manière, la méditation informelle, c'est méditer dans le quotidien, prendre des pauses au quotidien. On peut même méditer, entre guillemets, c'est être attentif en faisant la cuisine, en s'asseyant dans le salon. On peut demander, avant de commencer à manger, tiens, on prend 2 minutes tous ensemble, on se pose, on se tait, on fait une petite méditation. Donc je trouve que c'est bien, au contraire, que ce soit une expérience participative et collective. Et d'ailleurs, c'est là que ça marche le mieux. Alors des fois, on a besoin de temps pour soi, donc il faut se le respecter. Il faut se faire son petit endroit refuge, c'est important aussi. Mais c'est aussi une expérience qui gagne à être partagée. Et donc pour inciter votre environnement à être curieux, ça peut être pas mal de dire, en fait, je peux méditer aussi dans la salle à manger, et même s'il y a du passage autour. Voilà, je me pose, je prends un petit moment, et vous êtes là, et vous êtes bienvenus, vous pouvez vous joindre à moi, ou passer, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a Karine qui pose cette question et ce témoignage. Bonjour, je débute la méditation et j'essaie d'initier mes filles de 7 et 10 ans, mais elles ont du mal à rester en place, même avec les séances courtes de petits bambous. Peuvent-elles choisir la position qu'elles veulent, tête entre les bras par exemple? Comment les aider pour que ces séances soient bénéfiques? Oui, ça c'est c'est une vaste question aussi.
Alors, nous, on propose toujours, on leur parle des intérêts de la bonne posture dans la méditation, mais pas juste parce qu'il faut avoir l'air voilà, d'un moine zen ou d'avoir la super posture, et sinon, si je ne fais pas une bonne posture, je ne médite pas bien. Parce qu'effectivement, à certains âges, même à tous les âges, en fait, on aurait envie de remuer si on n'était pas vraiment éduqué autrement. On a besoin de bouger, et les enfants, naturellement, la plupart, et ce n'est pas forcément juste les enfants avec des problèmes d'attention ou des hyperactifs, il peut y avoir ces cas-là, mais la plupart des enfants ont besoin de bouger. Et l'intégration, pour certains enfants, se passe vraiment par le mouvement, notamment s'ils ont un profil un peu kinesthésique, donc ils ont besoin de sentir les choses. Si vos filles, c'est leur cas, même si vous ne le savez pas, effectivement, elles vont avoir du mal à se mettre assises ou même debout, à ne pas bouger, à fermer les yeux, etc. Donc, au début, pour les entraîner, leur laisser le choix du placement, commencer peut-être assise, puis à un moment continuer debout. Oui, on peut à un moment se mettre un peu la tête entre les mains ou voilà, la tête un peu comme ça sur le front, sur les mains et sur les genoux ou sur une table devant soi. Peut-être pas pendant toute la méditation, parce que là après on décroche, on s'endort ou voilà, on se distrait un petit peu plus, mais à certains moments elles peuvent bouger. Et puis nous, de toute façon, dans les ateliers parents-enfants, enfin moi je sais que dans les classes même, dans les classes, il y a un certain ordre, mais on leur donne quand même le choix d'être, des fois on les fait passer debout, assis, des fois ils se déplacent un petit peu, mais sans faire trop de bruit, etc. Donc, des fois ils mettent la tête dans les mains aussi, on peut mettre les mains devant les yeux aussi, comme ça, c'est une position très reposante qui permet de s'intérioriser et des fois de mieux écouter la méditation. Donc, laissez-leur le choix, laissez-les bouger. Ce qui peut les aider, si elles ont vraiment beaucoup besoin de bouger, des fois c'est de remplacer ça par quelque chose qu'elles tiendraient dans la main. Voilà, parce que les kinesthésiques ont besoin de tenir quelque chose dans la main, de toucher quelque chose, etc. Ou c'est ceux qui vont se balancer sur leur chaise aussi comme ça. Et en fait, ça les aide à intégrer. C'est pas pour perturber l'environnement qu'ils font ça, c'est que vraiment ça les aide au niveau nerveux à se poser, à intégrer, à sentir les choses dans leur corps. Donc oui, laissez-les bouger ou remplacer peut-être par soit des petites balles anti-stress, un petit collier de perles qu'elles peuvent bouger, etc. Qu'elles aient quelque chose dans les mains et ça peut du coup leur permettre de plus se poser assises, mais elles auront toujours un mouvement quelque part. Voilà ce que je vous conseillerais. Pas mal de questions comme celle de Pauline sur l'âge. Bonjour, j'ai commencé la méditation il y a plus d'un an grâce à Petit Bambou. J'ai 2 filles de 2 ans et demi et 5 ans. À partir de quel âge pensez-vous que je puisse commencer à leur faire pratiquer la méditation ? Alors, dans mon expérience, moi je ne prétends pas avoir toutes les réponses, hein, mais dans mon expérience et puis de celle aussi des experts avec qui des fois on échange, idéalement, bon, à 5 ans on peut commencer. À 5 ans on peut commencer en mode découverte, en sachant qu'il n'y aura pas... à 5 ans, les enfants ne sont pas capables de conceptualiser. Donc, par exemple, on ne va pas leur faire des méditations sur les mécanismes des pensées ou les liens entre les émotions et les pensées. Ça va être un peu difficile pour eux. Les émotions, ils peuvent l'aborder. Les ressentis du corps aussi, puisqu'ils sont en plein développement de la proprioception, donc des ressentis corporels, du placement dans l'espace, de ce qui leur fait du bien, pas bien, etc. Ça va. Maintenant, au niveau, si on leur demande de se prononcer, de se mettre en position observateur et tout ça, à 5 ans, dans le développement, c'est trop tôt. Alors, à 2 ans et demi, je ne pense pas qu'on puisse parler de méditation. À 2 ans et demi, vous pouvez commencer davantage peut-être juste à développer le contact, continuer à développer le contact avec le corps, qui de toute façon leur servira toute leur vie et qui est un prérequis pour bien rentrer dans la méditation, c'est savoir ce qu'on ressent. Donc au mieux, ils vont être connectés avec leur corps, les enfants, au mieux, ils vont apprendre à être attentifs, méditer, que ce soit dans le mouvement, pas dans le mouvement. Mais à 2 ans et demi, on ne peut pas dire qu'on médite ou qu'on apprend l'attention à nos enfants, c'est trop tôt. Par contre, tout ce qui est touché, voilà, peut-être toucher, leur raconter une petite histoire, et puis à la fin de l'histoire, peut-être qu'on fait 3 respirations assez marrantes, on peut imaginer qu'on souffle sur des bougies ou qu'on souffle comme le vent, voilà, faire des petites choses comme ça pour leur faire travailler un petit peu la respiration, mais de manière ludique et inclus dans une histoire, ça peut être bien. Mais avant 5 ans, moi, je n'ai pas vraiment vu d'effet très marqué, et l'âge même idéal pour commencer, c'est à 7 ans, puisqu'à 7 ans, il y a une partie le mental commence à arriver, on commence à conceptualiser, il y a d'autres parties du cortex cérébral qui se forment, et donc les enfants sont capables de commencer à se distancer et à observer certains mécanismes. Mais avant ça, c'est un petit peu tôt. Il y a Marie qui demande, que pensez-vous du RIE, R-Y-E, la recherche
sur le yoga dans l'enseignement, validé par le ministère de l'Éducation nationale. Eux aussi proposent de la relaxation et de la méditation au milieu scolaire. Oui, mais alors moi je les connais pas tous personnellement. J'avais entendu parler de la fondatrice Micheline, je ne sais plus son nom de famille, mais je sais que c'est Micheline. Moi je trouve que c'est super. D'ailleurs ils ont fait un travail magnifique. Il faut savoir qu'ils ont eu l'agrément éducation nationale, je pense qu'après 20 ans de bons et loyaux services dans les écoles, donc ça a pris quand même du temps d'avoir l'agrément. Et leur formation est très chouette au niveau yoga. Alors, je ne dirais pas qu'ils font, effectivement, ils parlent plus, eux, de détente. Et ils n'ont pas forcément défendu un programme de méditation laïque dans les écoles en tant que tel. Voilà, donc c'est vraiment yoga et attention, yoga et détente. Mais la plupart du temps, enfin, j'ai entendu vraiment de très très bons retours positifs sur eux. Et puis, ils ont le mérite aussi, ça a permis vraiment d'ouvrir les écoles déjà au yoga. Donc, et la méditation, j'ai envie de dire, c'est peut-être la deuxième vague. C'est ce qui vient après pour approfondir ces acquis. Mais c'est très complémentaire et je trouve que c'est une belle action. Super. Il y a Lydie qui demande est-ce qu'on peut initier à 3 ans les enfants en leur faisant écouter un CD comme on écoute une histoire, sans chercher à écouter les respirations, juste pour l'apaisement de la voix du narrateur. Et derrière ça, une question peut-être un peu plus large sur il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties, d'histoires méditatives, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre personnel ? Eh bien, alors c'est un petit peu dans le même. Moi, ce que j'en pense, c'est un peu dans la même lignée, je dirais, de ce que je disais auparavant. Oui, il y a des belles histoires méditatives. Je crois que le pouvoir de l'histoire racontée avec une présence, parce que la méditation, c'est aussi une pratique de la présence, donc la voix qui guide, par exemple, est importante. Donc une belle histoire qui les enchante ou qui les marque même à un niveau des fois subconscient, même s'ils ne l'ont pas mentalisé. Raconter avec une voix qui pose l'enfant, c'est toujours quelque chose de positif et de gagné. Après, je n'appellerais pas ça forcément de la méditation. Voilà, je crois que la méditation, et d'ailleurs souvent, on fait un gros amalgame entre relaxation, reiki, sophrologie, méditation, détente. La méditation, ce n'est pas que de la détente. Voilà. Dans la méditation, demande quand même une participation. C'est pas pour rien que ça dit, on dit aussi c'est être alerte. Et pour être alerte, on choisit intentionnellement de méditer et de se mettre dans un certain état d'alerte, d'apprentissage, de curiosité, d'éveil, d'écoute des ressentis. Donc à 3 ans, avec une histoire méditative, on ne va pas vraiment méditer. Par contre, ça fera du bien au niveau du système nerveux des enfants, puisqu'on sait très bien le pouvoir justement de la voix et de certaines histoires qui peut avoir un effet calmant, équilibrant sur certaines parties du système nerveux. Donc en ce sens-là, c'est assez chouette. Voilà, c'est bien de leur faire écouter des histoires. D'ailleurs, ils adorent ça normalement. Ils aiment bien quand les parents le font et ça peut être aujourd'hui, il y a des très jolis CD autour de ça. Super. Il y a Géraldine qui témoigne aussi, qui dit en classe, certains refusent la méditation car c'est un lâcher-prise devant les autres. Comment réussir à faire changer les choses ? J'essaie depuis l'année dernière, 3 petits points. Alors déjà, je dirais tout commence dans l'intention de départ, c'est-à-dire quand vous annoncez à votre classe OK, on va méditer ensemble et pourquoi on va méditer ensemble, et que vous posez le cadre avec les élèves. Le cadre, alors c'est pas toujours facile quand on est enseignant parce qu'on est habitué à poser des cadres, on est même obligé de poser des cadres assez importants. Le cadre de la méditation, il faut savoir qu'il est un petit peu différent. Pour l'enseignant, il faut savoir changer de casquette, ce que vous essayez de faire sûrement, changer de posture. Il faut qu'il y ait le moins possible de discipline. Et de la part des élèves, que ce soit pas... Alors c'est une activité qu'on va faire en classe, donc c'est pas self-service. Effectivement, les enfants qui refusent, il ne faut pas leur dire oui, vous pouvez sortir ou faire autre chose, parce que sinon ça perturbe aussi l'ensemble et le groupe, et puis c'est dommage. Mais dans le même sens, il ne faut pas non plus leur dire que c'est une contrainte ou leur annoncer comme quelque chose d'obligatoire. Et même, je dirais, revenir plusieurs fois sur le fait que quand il y a certaines méditations qui leur plairont, d'autres qui ne leur plairont pas, que quelquefois ils auront envie de le faire, quelquefois ils n'auront pas envie de le faire, qu'ils peuvent le faire les yeux fermés s'ils peuvent, mais s'ils n'aiment pas faire les yeux fermés, ils peuvent laisser les yeux entrouverts, qu'à partir du moment où ils ne dérangent pas leurs camarades, ils ne sont pas en train de tout comparer, regarder, etc., et faire du bruit ou faire le singe et le pitre, ce n'est pas grave de résister, ce n'est pas grave de ne pas aimer dans un premier temps. Il y aura forcément tout le temps des enfants au début, effectivement, qui vont résister pour des raisons qu'on ignore. Une, ça peut être effectivement, c'est un lâcher-prise, c'est être dans une expérience différente avec son groupe classe.
Et puis il peut y avoir aussi des anxiétés intérieures, des tensions, un préjugé véhiculé par des fois l'entourage, les parents, etc. Donc il y a des enfants qui vont se mettre en position de résistance. Et je dirais que c'est normal dans l'apprentissage de la méditation d'avoir des résistances même. Donc des fois, simplement de leur dire, nous il y a un moment, par exemple, on commence la méditation, puis à un moment on fait un point, on fait un petit peu, par exemple après l'avoir fait 5 semaines par exemple, on fait un point, on dit bon ben voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu on a commencé à méditer, de ce que ça nous apporte, mais aussi des obstacles à la méditation. Et là, vous les nommez ces obstacles, et notamment la résistance, l'ennui, la distraction, etc. Leur dire que ce sont vraiment des choses normales, que la plupart d'entre nous on éprouve, et en plus c'est vrai, c'est-à-dire que quand on médite, effectivement, ça va des fois nous mettre en connexion, en relation avec des espaces pas forcément agréables. Et chez des enfants qui justement ont des sensations pas forcément agréables, qui vivent des choses dont on n'a pas idée, si vous leur demandez de fermer les yeux et d'être dans leur ressenti, c'est pas forcément plaisant. Donc ils vont se mettre en protection, en résistance. Et juste le fait de le nommer des fois, de leur permettre d'être en résistance, ça peut tout changer. Et moi, le nombre de fois où j'ai vu les enfants les plus résistants à la fin d'un programme venir nous voir et nous dire tout ce que cela leur avait amené, c'est énorme. Alors que ceux qui étaient très concentrés, tout ça, qui faisaient tout bien, qui en apparence ne posaient pas de problème, ce n'est pas forcément ceux qui tout le temps vont envoyer les plus forts retours. Mais c'est une expérience où il n'y a rien à réussir, ça il faut leur dire. Il n'y a rien à réussir, vous n'êtes pas évalué. Moi, là, je ne suis pas votre maîtresse, comme d'habitude, je vais méditer avec vous. C'est pour qu'on se sente mieux ensemble, tous ensemble, dans l'apprentissage, voilà, dans notre vie de classe, qu'on vive quelque chose de différent. Voilà. Donc, donnez-leur envie et puis nommez les obstacles et surtout n'en faites pas quelque chose d'important. Et vous verrez que ça apaisera pas mal de tensions parmi ces élèves. On dit souvent que les enfants ont une capacité particulière à vivre dans l'instant présent. Et pourtant, on voit que c'est pas si facile que ça de les faire méditer. Comment tu peux expliquer ce paradoxe, en fait Wow, il y a des questions super, presque philosophiques. C'est pas forcément évident. Le paradoxe, oui. Et oui, c'est vrai que c'est l'éternel paradoxe. C'est qu'en fait, normalement, si tout se passait bien, d'ailleurs, on voit les bébés, les enfants de jeune âge, ils sont que dans l'instant. Ils sont complètement tous les sens ouverts à l'instant présent et jusqu'à l'éducation, jusqu'à ce qu'on leur enseigne notamment qu'il y a plusieurs dimensions dans le temps et que non, il n'y a pas que l'instant présent, ce qui est peut-être une erreur de notre part, mais ça c'est une autre histoire. En fait, jusque-là, ils sont dans l'instant. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on est un enfant, non, ça on le fera plus tard, tu le feras demain, tu l'auras plus tard. Et ils peuvent piquer des crises ou ils ne comprennent pas, parce que tant qu'ils vivent dans l'instant, plus tard n'existe pas en fait. Plus tard n'existe pas, tout est maintenant. Voilà. Maintenant, l'enfant vit l'instant présent de manière non consciente. En fait, c'est soit naturel, voilà, c'est comme ça, et il le vit déjà de manière, quelque part, il médite déjà, c'est-à-dire il est ouvert avec tous ses sens à la découverte de l'instant. Donc, quelque part, le mettre en méditation par rapport au fait de revenir à l'instant présent, ça n'a pas de sens conscient, en tout cas pas avant 7 ans. Ce n'est pas un processus conscient. Ils l'ont de manière acquise et après on le perd d'ailleurs. L'éducation nous fait perdre ce lien à l'instant, à ce qui est bon pour moi dans l'instant, à ce que je vis dans l'instant, à être complètement ouvert à l'instant, à toutes les expériences qui se présentent, qu'elles soient agréables, pas agréables, etc. Donc en fait, effectivement, c'est un paradoxe. Et puis il y a beaucoup d'enfants aussi qui perdent très vite, malheureusement, où déjà on voit qu'ils ne sont plus complètement à 100% là maintenant, dans l'instant, dans leur corps, qui ont déjà un peu des regards flottants, qui partent facilement, etc. Bon, ça c'est des enfants qui malheureusement ont déjà été soumis à des stress un peu récurrents, chroniques, et qui très vite commencent justement à perdre cette relation à l'instant présent. Alors peut-être ça va avoir du sens d'essayer de les ramener, avec bienveillance et patience. Mais les autres, je dirais naturellement, à la limite, ils n'auraient pas besoin de méditer. Ce dont ils ont, de méditer comme nous on l'entend. Ce dont ils ont besoin, c'est par contre qu'on leur donne la possibilité, et ça la méditation peut les aider, de rester connectés à l'instant présent, justement, qu'il n'y ait pas cette perte et toutes ces années qu'on passe après adulte en thérapie ou en d'autres choses pour retrouver cette qualité de l'instant qu'on avait dans l'enfance. Voilà. Je n'ai pas tout à fait répondu à tous les paradoxes, mais... Voilà. Très bien. Il y a Tatiana qui dit tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ai le souvenir d'un élève sportif qui n'a pas voulu aller à la séance de sport et voulait continuer car m'a-t-il dit « Je ne me suis jamais senti aussi bien ».
Ah, super. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Moi, j'ai une petite question personnelle. C'est à quel moment dans l'année tu conseillerais de commencer à introduire la méditation pour les enfants? Est-ce que c'est pendant les vacances d'été? Est-ce que c'est la rentrée? Est-ce que c'est janvier? Est-ce qu'il y a un moment un peu privilégié de ton point de vue ou de ton expérience? Alors, en famille, pas dans les Oui, en écoles, tu famille. dirais. Oui, oui, en famille, je dirais, oui, la fin de l'été pour se préparer pour la rentrée, c'est-à-dire avant toutes les grandes transitions. Pendant les vacances d'été, alors on peut méditer. Aujourd'hui, il y a des petits cahiers de méditation, par exemple, qui sont un peu comme des petits cahiers de devoirs de vacances, mais en fait, c'est des petits cahiers de découverte de la méditation. On peut le faire comme une activité ludique, mais moi, je dirais pendant les vacances, souvent les enfants ont besoin de déconnecter. Donc, soit on le fait de manière ludique, un peu en famille, comme ça on s'amuse, mais c'est souvent avant les grandes transitions, donc avant la rentrée des classes, quand tu commences à avoir une fébrilité, l'anxiété, la classe dans laquelle je vais me retrouver, les camarades que j'aurai pas, les nouveaux lieux, un déménagement, des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est pas mal de le faire avant la rentrée des classes, peut-être fin août. Commence à dire, allez, on va commencer à méditer ensemble pour tous préparer notre rentrée, d'ailleurs, parents, enfants, etc. Ça c'est assez idéal. Voilà, où je dirais après les retours de vacances. Moi, même moi, en famille, j'ai tendance à ne pas méditer en famille pendant les vacances. Les vacances, chacun fait un peu ce qu'il veut, etc. Mais bon, ça, c'est personnel. Donc, je dirais plutôt avant la rentrée, c'est pas mal. Ou avant des examens, des choses comme ça, des petits tests. Voilà, quand le rythme va être, on sait que le rythme va être plus soutenu que d'habitude. Et dans les écoles, c'est dès la rentrée? Dans les écoles, c'est pas mal. Alors la rentrée des classes en elle-même, c'est souvent le gros chantier, donc souvent les enseignants n'ont pas le temps de commencer tout de suite. L'idéal, il commence souvent vers le début octobre. On peut en faire toute l'année, mais en tout cas, la méditation, c'est une expérience super justement pour générer un groupe classe différent et que la classe se rencontre différemment et fonctionne bien. Donc, au plus tôt on l'initie dans la période scolaire, au mieux c'est, parce que c'est aussi vraiment une expérience de classe, une expérience, on dit psychosociale ou prosociale, mais qui améliore aussi le climat de la classe. Donc je le conseille le plus tôt possible, plutôt qu'en fin d'année. Il y a Géraldine qui apporte un petit témoignage qui dit que dans le cadre des ateliers de philosophie proposés par Sève, on commence par une pratique de l'attention. Oui. Tu peux nous expliquer la différence entre la pratique de l'attention et la méditation? Est-ce que c'est la même chose ou c'est un peu différent? La pratique de l'attention, je dirais, c'est la base numéro 1. Si vous voulez, s'il y avait plusieurs étapes, c'est la première étape. On ne peut pas dire que la pratique de l'attention en 3 minutes, qui est, bon, d'après ce que je sais de Sève, et puis j'en ai discuté il n'y a pas longtemps justement avec Frédéric Lenoir. Lui, il a dit qu'il avait mis cette pratique d'attention au début des ateliers de philosophie, qui dure à peu près 3 minutes, si je ne me trompe pas, parce qu'il avait remarqué que simplement respirer, voilà, faire attention à sa respiration, se poser, etc. en 3 minutes, ça mettait les enfants dans un état de disponibilité par rapport à ce qui allait suivre, ce qui est super. Maintenant, on ne peut pas dire que cette pratique-là résume l'expérience de la méditation. Ça, c'est juste une mise en disponibilité, c'est créer un peu un espace respiratoire, un espace aussi mental, émotionnel, pour accueillir la philosophie, dans ce cas-là, et les échanges qu'il va y avoir sur ces thèmes. La méditation avec les enfants, on verra, il y a beaucoup plus d'étapes que ça. On commence par l'attention au corps et au souffle, évidemment, mais on va plus loin. Après, on développe l'attention au ressenti, l'attention au sens, le développement des sens, à quoi ça nous sert aussi. Après, on va plus sur l'attention cognitive, la différence entre l'attention focalisée et l'attention ouverte, par exemple. Ensuite, on va porter attention à nos émotions. On s'embarque dans le domaine des émotions. Le domaine aussi de développer, on les aide à développer la confiance en soi, l'estime de soi, avoir tout un moment d'attention à nos ressources, donc les ressources dont on dispose ou qu'on n'a pas encore, qu'il faut trouver pour développer nos capacités et notre confiance en soi. Et puis après, on finit par tout ce qui est l'attention aux autres, à l'environnement, etc. Et la méditation, donc, ça nous conduit sur plein d'étapes différentes. Donc la pratique de l'attention, c'est la première étape, le début. Et c'est déjà super de l'introduire. Il y a Julie qui reparle d'un sujet qui avait fait pas mal de presse à l'époque. Est-ce que c'est une bonne idée de remplacer la punition par la méditation? Et de façon plus générale, finalement, c'est quelle place la méditation peut-elle prendre dans d'autres pays qui pourraient nous inspirer ou au contraire avec lequel on pourrait prendre un peu de réserve? Oui.
Alors, moi, la seule réserve que j'ai par rapport à la méditation qui remplace la punition, c'est juste le titre lui-même, en fait. C'est la façon dont ça a été un peu publicisé, promu. Alors, c'est attractif, tiens, oui, effectivement. Mais effectivement, de dire, quelque part, de dire la méditation, ça sert si je suis puni ou quand je suis puni ou en rapport à la punition, ça peut être un peu limitatif. Maintenant, il faut savoir que dans la méditation, dans ces ateliers, la plupart du temps, enfin en tout cas je l'espère, moi ceux dont j'ai eu connaissance, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est-à-dire au lieu de les mettre au coin ou de leur donner, je sais pas quoi, en études ou de faire des heures comme ça à rien faire ou à remplir des cahiers, etc., de faire de la méditation, c'est génial, mais sauf si on leur fait comprendre, en fait l'intérêt de ça, c'est leur faire comprendre pourquoi finalement ils se retrouvent là aujourd'hui. Et de développer, en gros, la méditation, ça les aide à comprendre le mécanisme qui les a amenés jusqu'à la punition et à développer une sorte d'empathie, peut-être par rapport d'écoute d'eux-mêmes, et ou éventuellement de la personne, si c'est un problème avec quelqu'un d'autre ou un camarade avec qui ils se sont agressés, disputés, etc., de voir pourquoi ils sont rentrés dans ce problème, donc dans cette relation, pardon. Donc, je dirais la méditation comme ça, oui, ça peut aider si ça sert à quelque chose. Mais de dire t'es puni, parce que souvent on dit bah tiens les enfants sont punis, ils vont méditer. Non, là c'est un petit peu un raccourci qui n'a pas forcément fait du bien à la méditation, moi je trouve. Mais bon, ça c'est personnel. Maintenant, cette expérience avait été tirée dans d'autres pays. Il y a une expérience qui a été faite, notamment, il y a eu un très beau documentaire à Baltimore aux États-Unis, où ils ont transformé toute une école secondaire d'ados avec beaucoup de violence, violence scolaire, harcèlement, des étudiants plutôt décrocheurs, etc. Où là, sur toute une année, ils ont transformé quand même cette école et ces jeunes avec la méditation, et où notamment il y avait de la méditation qui remplaçait la punition, mais pas que. Donc je dirais faire attention à l'aspect un peu marketing des fois de ces ateliers, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et ça se développe, oui, ça se développe dans d'autres pays. Il faut juste faire attention peut-être des fois à... Enfin ça me dessert aussi, mais je dirais à l'effet de mode, c'est-à-dire tout le monde médite partout. Non, bon, c'est pas encore vrai. Et puis il faut voir les programmes qui sont en place dans les autres pays. Est-ce qu'il y a aussi des liens avec la recherche? Parce que c'est vrai que c'est important à un moment de faire une recherche sur les effets, de voir si ça marche, pourquoi ça marche. Voilà, tout simplement. Et puis que ce ne soit pas juste un coup dans l'eau, c'est-à-dire on fait des petits programmes comme ça pendant un trimestre et tout ça, et puis après on arrête parce que ça c'est un petit peu dommage. Donc s'inspirer des expériences dans les autres pays qui durent et qui ont duré et pourquoi elles durent. Là je pense, et il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y a de belles expériences qui ont été faites en Allemagne aussi, qui ont été recherchées par un programme. Il y a l'Angleterre qui a été, ça fait 15 ans qu'ils ont développé des programmes. Aujourd'hui, ils forment beaucoup d'enseignants. Donc, eux, c'est quand même un bon exemple et ils travaillent avec des instituts de recherche. Voilà. Donc, s'inspirer, regarder comme des choses un peu sérieuses. En Belgique, il y a Émergence, qui est un de nos partenaires, qui fait un travail super dans les écoles et dans l'éducation. Depuis longtemps, et ils ont suffisamment de recul pour dire pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. Donc, faire attention quand même, se renseigner sur les organismes et voir depuis combien de temps ils sont là et qu'est-ce qu'ils font dans ce domaine. Peut-être avant de prendre une dernière question, est-ce que tu pourrais nous redire où est-ce qu'on peut te trouver, toi, où est-ce qu'on peut trouver ton site, ou même géographiquement, où est-ce que tu es, etc. Alors, bon, moi j'habite à Toulouse maintenant, mais je me déplace beaucoup, donc je ne sais pas si vous allez me trouver à Toulouse chez moi. Mais l'association, en tout cas pour les écoles, elle est partout en France. Le siège social est à Toulouse, donc ça s'appelle Association Méditation dans l'enseignement. On a un site, tapez Méditation dans l'enseignement, AME, et vous allez tomber sur nous. On a aussi une antenne maintenant, une association qui fait la même chose en Suisse, donc Association Méditation dans l'enseignement en Suisse. On se développe aussi au Québec, donc pareil, il y a un lieu au Québec, et en Belgique avec Émergence et Graines d'émergence. Et moi, bon, je vais un petit peu partout. Maintenant, je suis à Toulouse, là je suis à Paris aujourd'hui. On fait pas mal de formations aussi en Bretagne, dans les Hauts-de-France, dans le Rhône-Alpes, dans le sud-est, vers Marseille, Montpellier. Donc il y a plein de lieux aujourd'hui. Vous pouvez aller voir le site où moi ou des personnes de notre équipe, nous sommes présents. On a des formateurs aussi, puis des délégués un petit peu dans les principales régions.
Donc ça, on peut vous mettre en contact avec eux. Sinon, moi, pour l'instant, je n'ai pas de site personnel. Je pense peut-être, parce que mon action, je l'ai plus intégrée dans un cadre de développement collectif. Mais bon, j'ai une page Facebook, j'ai une page LinkedIn. Voilà, vous pouvez vous mettre en réseau avec moi en tapant mon nom, Candice Marot, MA20. Voilà. Et le livre, on le trouve partout dans tous les grands points de distribution en ligne. Et chez Petit Bambou également aussi. Merci beaucoup. Merci à vous tous.